Bonsoir à tous. Pardon. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 155. Et dans cette chronique, comme vous pouvez le constater, je vais essayer de démêler le conflit entre Bakounine et Marx sur le lumpenprolétariat. On pourrait bien entendu qualifier de prolétariat en haillons, si on traduit effectivement le sens de ce mot. Alors, je ferai cette chronique, elle se composera en deux morceaux. La première, l'explication de ce fameux conflit, de cette opposition que peut avoir Bakounine et Marx sur effectivement l'utilisation de la voyoucratie comme force révolutionnaire contre l'État bourgeois ou aujourd'hui contre l'oligarchie, puisqu'il faut réactualiser les mots et redonner un sens. Alors est-ce qu'aujourd'hui l'immigration et la voyoucratie, d'après ce que l'on peut constater, et n'ayons pas peur de le dire, il y a un moment donné, comme disait Marx, il ne faut pas hésiter, nommer, même si effectivement l'immigration est utilisée, elle en est elle-même sa propre victime des forces du capital en présence, dans son aliénation, donc il faut appeler un chat et ne pas hésiter à nommer réellement la situation. Alors est-ce que tous ces mouvements de gauche de tendance anarchiste, faisant l'éloge effectivement d'une certaine forme d'antiracisme bêlant, et pour mieux masquer finalement une réalité, alors je ferai ensuite une analyse un peu plus actualisée de ce lumpenprolétariat qui ne dit pas son nom, et dont effectivement les hautes, je dirais, hautes huiles du pouvoir et ceux qui finalement au fond font tourner la baraque économique ont conscience. Alors tout d'abord, comme je l'ai expliqué en préambule, je vais essayer de parler des différences, ou du différent plus exactement, entre marxisme et anarchisme, parce que finalement, beaucoup de gens se disent anarchistes, mais n'en comprennent pas absolument le mot. Je fais bien une nuance entre les anarchistes se réclamant de Rosa Luxembourg ou de Buenaventura Durruti, de Bakounine ou même parfois de Proudhon. Je dirais que les conceptions sont mal comprises, si je peux me permettre, et partent un peu dans tous les sens. Alors revenons sur ce fameux différend entre marxisme et anarchisme, dont effectivement je souscris qu'au premier, car je suis loin d'être un anarchiste, mais bon, ça vous le savez. Alors, sur le rôle social et politique du fameux sous-prolétariat, donc du prolétariat en haillons, ou plus exactement lumpenprolétariat. Une expression bien entendu péjorative, comme j'ai pu l'expliquer dans mes chroniques précédentes concernant le lumpenprolétariat, qu'emploient Marx et Engels dès la deuxième moitié des années 1840, grosso modo. Alors, on peut dire que ces deux courants, je dirais, aussi anciens, remontent, je dirais, à leur préhistoire. Si on examine les termes, on se rend compte qu'ils sont déjà présents au moment du conflit entre Marx et Bakounine au sein de l'Association internationale des travailleurs. Alors, me direz-vous, dès cette époque, Marx et son entourage suggèrent que l'un des défauts de Bakounine et de ses amis, que de s'appuyer sur le lumpenprolétariat, alors que pour eux, celui-ci est particulièrement enclin
a joué un rôle contre-révolutionnaire, puisque servant les intérêts étant utilisés par l'hyperclasse du moment, donc la bourgeoisie, ce que la bourgeoisie fut au passé, et cette bourgeoisie, effectivement, qui aujourd'hui passait par différentes phases, phase nationale, phase européenne, phase mondiale, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'hyperclasse ou d'oligarchie. Alors, Marx et Engels avaient conscience que cette classe, sans en être une, pouvait être dangereuse et utilisée à des fins, je dirais, de manipulation contre la véritable classe ouvrière. Alors, il faut bien remettre les choses dans leur cadre, tandis qu'à l'inverse, ceux qui s'en prennent à la relégation de cette catégorie fait l'objet de, je dirais, une sorte de focalisation exclusive de leurs adversaires sur le rôle révolutionnaire du prolétariat industriel du moment. Il faut être clair là-dessus, cela préfigurait la future dictature d'une élite ouvrière sur le reste de la population. Telle était la conception du moment. Alors il est intéressant, voire même je dirais, il n'est pas inutile de revenir sur cette divergence majeure, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est réellement le lumpenprolétariat et à quoi réellement sert-il, puisque c'est un peu une boîte de Pandore. Donc il est important de revenir sur cette divergence ou cette opposition majeure, et notamment pour, je dirais, en éclaircir les termes. Alors, l'idée selon laquelle Bakounine, à la différence de Marx, aurait insisté sur le rôle révolutionnaire du lumpenprolétariat, allant jusqu'à accuser les ouvriers d'intégrer dans le monde capitaliste d'embourgeoisement et de prôner une alliance avec des éléments criminels, est un lieu commun de la littérature marxiste. Quand on parcourt une multitude de penseurs marxistes, nous apercevons qu'effectivement, il y a énormément d'écrits sur cette position. Alors, elle est souvent associée à cette, je dirais, suspicion d'infiltration du mouvement anarchiste par toutes sortes d'éléments louches, d'agents provocateurs, d'espions, de flics, n'ayons pas peur de le dire. Mais que dit justement, laissons parler Bakounine sur le lumpenprolétariat? Et est-il justifié de mettre sous cette catégorie les éléments dont l'anarchiste russe pensait qu'ils pouvaient être impliqués dans un processus révolutionnaire? Alors, effectivement, d'une façon extérieure, des éléments se soulevant, brûlant des voitures, puisqu'on parle aujourd'hui de ce processus qui est toujours vivace, en apparence, il donne, je dirais, en apparence bien entendu, l'image d'individus capables de pouvoir faire vaciller ou trembler le système. Et à regarder de plus près, on s'aperçoit que finalement, au fond, ils travaillent, puisque de toute manière, il n'y a aucune idéologie précise derrière ce soulèvement, cette action est rattrapée par les médias aux ordres du système, afin de pouvoir justement justifier leur position et leur existence. Cela pour la petite histoire. Alors, revenons effectivement à Bakounine sur le lumpenprolétariat. Reprendre les choses par le début, c'est-à-dire par ce que Bakounine dit effectivement de cette catégorie, je dirais l'attribution à l'auteur d'étatisme et anarchie, puisque telle a été son œuvre, et de quelque chose comme une théorie du rôle révolutionnaire du lumpenprolétariat peut sembler tout à fait, je dirais, forcée. On peut même avoir, on peut même avoir le sentiment qu'à la place, ou même que la place qu'a pu prendre ce thème, dans ce qui s'écrit à propos de l'activité et des textes de Bakounine, est à la mesure de sa discrétion. Alors, dans l'abondant foisonnement et anarchique corpus bakounien, on ne trouve
en tout et pour tout qu'une seule occurrence du terme lumpenprolétariat. Celle-ci intervient de surcroît dans un manuscrit, me semble-t-il, inachevé, non publié du vivant du révolutionnaire russe, et dont on ne possède même pas le début. Il s'agit du texte que les éditeurs des œuvres complètes de Bakounine ont choisi d'intituler « Écrit contre Marx », rédigé à l'automne 1872, dans les semaines qui ont suivi l'exclusion de Bakounine et de ses amis hors de l'Association internationale des travailleurs, à l'instigation bien entendu de Marx et de ses alliés. Alors, qu'écrit-il Bakounine dans ce texte? Alors, je vais citer, Bakounine écrit « Par fleur du prolétariat, j'entends surtout et précisément cette grande masse, ces millions non civilisés, de déshérités, de misérables, d'analphabètes, que M. Engels et M. Marx prétendent soumettre au régime paternel d'un gouvernement très fort. Sans doute pour leur propre salut, comme tous les gouvernements ont été établis, on le sait que dans le propre intérêt des masses, par fleur du prolétariat, j'entends précisément cette chair à gouvernement éternelle, cette grande canaille populaire qui, étant à peu près vierge de toute civilisation bourgeoise, porte en son sein, dans ses passions, dans ses instincts, dans ses aspirations, dans toutes les nécessités et misères de sa position collective, tous les germes du socialisme de l'avenir, qui seul est assez puissant aujourd'hui pour inaugurer et pour faire triompher la révolution sociale. Alors, tout est dit, Bakounine espère dans cette masse non éduquée, non instruite, et n'ayant pas la conscience réellement révolutionnaire ou socialiste ou sociale, un espoir pour qu'elle devienne demain, je ne sais pas pour quelle façon, un mouvement structuré, engagé, responsable, discipliné. Et en cela, je rejoins effectivement la position de Marx, ce qui est l'avenir a prouvé effectivement que ce fut absolument faux. Alors ce n'est donc que dans une note de ce texte que Bakounine relève, je dirais, l'usage du terme lumpenprolétariat par Marx et Hegel, et il avait probablement, je dirais, rencontré ce terme dans le manifeste communiste, dans la première partie, me semble-t-il, duquel cela apparaît. Et qu'il était, je dirais, un des rares textes publiés des deux penseurs, et dont Bakounine tirait l'essentiel de sa connaissance des positions de Marx et Engels, bien qu'il faut préciser que celles-ci eussent, je dirais, évolué depuis la rédaction, bien entendu, du manifeste du Parti communiste en 1847. Alors, il est probable, néanmoins, que Bakounine ait eu vent de ce que ce terme était couramment utilisé dans l'entourage. Entourage, bien entendu, de Marx, comme épithète stigmatisante, voire qu'il ait eu connaissance de l'élargissement considérable de cette catégorie qui avait fini par prendre chez Marx lui-même, où elle en vient à l'époque même où Bakounine écrit ce texte à désigner toute forme de déclassement. Alors, est-ce à dire pour autant qu'on pourrait s'appuyer sur ce texte pour, je dirais, repérer un accord fondamental de Marx et de Bakounine sur l'existence d'un lumpenprolétariat et, bien entendu, in fine, un désaccord tout aussi fondamental sur son rôle social et politique. Alors, dans cette hypothèse, Marx aurait cerné d'une manière pertinente un groupe social qu'il aurait stigmatisé, et Bakounine se serait contenté de reprendre cette identification pour, je dirais, en inverser l'appréciation. Mais précisément, je dirais, quels sont les contours de la population recouverte par cette appellation? Peut-on vraiment dire que Bakounine accepte la catégorisation marxienne, plutôt que d'aller chercher chez Bakounine l'envers de l'introuvable doctrine marxienne du lumpenprolétariat? Alors, pour ne pas rentrer trop dans les conceptions d'ordre technique,
il est plus important de souligner que dans le texte que je viens de citer de Bakounine, ce livre, je dirais, a deux opérations. La première consiste à décoder, voire je dirais à traduire les mots de Marx et Engels, et c'est-à-dire, je dirais, de souligner d'emblée la connotation infamante de ce qualificatif, que l'on pourrait effectivement aussi de qualifier de sobriquet, et puis à l'associer, je dirais, à des termes français correspondant à la canaille, au gueux, et dont la seconde consiste dans une opération typique, je dirais, d'une forme de retournement du stigmate à renverser les termes de l'appréciation, qualifiés de catégorie de fleurs du prolétariat, comment on en arrive chez Bakounine à prendre, je dirais, une analyse du mot comme étant un mot, euh, je dirais, peu recommandable, à un mot, je dirais, de référence, et de référence positive. Alors, je reviens un moment sur ces deux opérations. La traduction de Lumpenprolétariat par gueux et canaille populaire vise à signifier l'identification du peuple à sa partie considérée comme la plus vile. C'est le bas peuple. Or, dans la culture ouvrière de l'époque, notamment en France, on a coutume de renverser les termes. N'oublions pas que la chanson, par exemple La Canaille, qui contient la fameuse antiparastase, c'est la canaille, eh bien j'en suis, fut écrite par Alexis Bouvier en 1865 et connut un grand succès. Mais on trouve un semblable retournement du stigmate quelques années auparavant chez Joseph Desjacques, je dirais, dans un contexte de polémique traduit, je dirais, par une certaine conception du lumpenprolétariat par canaille, et qui permet à Bakounine d'assimiler la catégorie marxienne à un grand regard sur le peuple empreint de respectabilité bourgeoise. Alors, pour ne pas rentrer dans l'étymologie, dans la conception, je dirais, traditionnelle, avec ces variations qu'il peut y avoir dans la traduction et la conception allemande, il faut, je dirais, conserver une pertinence de ce que Bakounine a voulu nous faire comprendre, ou ce qu'il en a compris lui-même. Autrement dit, pour le révolutionnaire russe, un rôle spécifique revient, je dirais, aux différentes populations qui sont ainsi rangées par Marx sous cette appellation. C'est l'opinion d'un certain nombre de spécialistes de Marx, n'ayons pas peur de le dire, et notamment de ceux qui se sont occupés de mettre en rapport ce que le penseur allemand écrivait du Lumpenprolétariat avec la valorisation par Bakounine du rôle, je dirais, révolutionnaire des déclassés. Alors, bien entendu, dans un article qui a pour principal mérite de situer l'opposition entre marxisme et anarchisme, non seulement sur le plan de l'opposition à l'État, mais aussi sur celui de la conception du processus révolutionnaire de son agent. Alors, Nicolas Thoburn peut écrire Bakounine considère l'intégration des ouvriers dans le capital comme destructeur de forces révolutionnaires plus primaires. Pour Bakounine, le modèle du révolutionnaire se trouve dans le milieu paysan, présenté comme doté d'anciennes traditions insurrectionnelles, d'un modèle communiste dans sa forme actuelle d'action. C'est en cela qu'effectivement il peut rejoindre Marx, puisque Marx définit effectivement l'armée de réserve dans la qualité du lumpenprolétariat qui serait appelé par les anciennes colonies ou par l'immigration dans ce concept de 3 Chinois pour un Yankee. Bien entendu, Marx explique que d'aller chercher des immigrés dans un pays qui n'ont pas la conception de la lutte et qui vont obéir effectivement à une certaine logique du grand capital pour travailler afin de détruire la dimension sociale et de travailler en parallèle et de remplacer ceux qui, effectivement, les nationaux d'une manière générale, peuvent avoir la conception, je dirais, militantiste de la lutte historique. C'est en cela, effectivement, que peut-être Bakounine rejoint Marx, bien que je mettrais un bémol. Alors, bien sûr, parmi je dirais, la jeunesse éduquée sans emploi, dans différentes sortes de marginaux, issus de toutes classes, brigands, voleurs, masses paupérisées, et ceux qui se trouvent dans, je dirais, les marges de la société, qui ont échappé au travail industriel et en ont été exclus et n'ont, je dirais,
pas encore été soumis à ces disciplines. En bref, pour faire court, tout ce que Marx cherche à inclure dans la catégorie du lumpenprolétariat. Alors, au-delà des approximations qu'il contient à propos de Bakounine, cet article voit peut-être juste en tant qu'il cible la question de l'intégration. L'une des ambiguïtés majeures de ce terme de lumpenprolétariat chez Marx, et qui empêche d'ailleurs qu'on suive de parler de concept proprement dit, c'est qu'il sert à désigner aussi bien un défaut d'intégration dans la société capitaliste qu'une désintégration produite par cette même société. Or, ces deux composantes semblent bien se retrouver chez Bakounine, ce qui est contesté fondamentalement par le révolutionnaire russe. C'est l'idée typiquement marxienne selon laquelle l'évolution immanente du capitalisme conduirait à sa destruction et à son dépassement. Alors le mode de production capitaliste au travers d'une classe ouvrière de plus en plus nombreuse et organisée, et ainsi censée produire ses propres fossoyeurs, mais aussi favorisée au travers de la concentration de l'industrie, la propriété collective des moyens de production, le rôle de Bakounine reconnaît aux éléments non intégrés au mode de production capitaliste qui est le signe pour lui où la révolution ne saurait venir de l'intérieur du système. Elle réclame un élément d'extériorité. Les germes du socialisme ne sont pas présents dans le capitalisme, mais ce qui lui résiste en fait. Alors, pour le dire en deux termes plus contemporains, il faut bien que certains, je dirais, ou certaines populations, mais aussi que certains secteurs de nos vies n'aient pas été colonisés par le capitalisme pour que puisse naître en nous, d'une manière réelle et sérieuse, le désir de le renverser. Alors toutefois, un examen plus attentif du passage de l'écrit contre Marx, dans lequel Bakounine fait l'éloge du lumpenprolétariat, mais aussi la prise en compte de sa pratique militante qui conduisent à préciser encore les choses, je dirais que dans l'extrait en question, Bakounine ne considère pas du tout la canaille comme une population marginale. En tout cas, numériquement parlant, puisqu'il est question de plusieurs millions de personnes. Il serait d'ailleurs étonnant que Bakounine eût insisté dans ses écrits sur le rôle essentiel des marginaux. Alors, même qu'en tant que militant révolutionnaire, il était entouré d'ouvriers souvent très qualifiés. Par exemple, les horlogers du Jura. Si l'on prête attention aux autres écrits dans lesquels Bakounine fait l'éloge de la canaille, on se rend compte que celle-ci signifie tout simplement pour lui le peuple, en tant qu'il n'est pas civilisé, c'est-à-dire apprivoisé par les mœurs bourgeoises. Alors, dès lors, dans la situation de l'écrit contre Marx, ce qui est tout aussi important que la mention du lumpenprolétariat, c'est l'opposition à la civilisation bourgeoise. Il y a sur ce point dans l'itinéraire de Bakounine une continuité remarquable, puisque, n'ayons pas peur de le dire, dès ses premiers textes révolutionnaires dans les années 1840, Bakounine insiste sur l'existence de populations vierges et de toute civilisation, des populations qu'il qualifie encore de barbares, sur un plan national. Ce sont notamment les peuples slaves qui sont ainsi qualifiés, mais Bakounine n'hésite pas à qualifier le prolétariat de barbare de l'intérieur. Le modèle retenu pour penser le passage d'une civilisation à une autre est ici celui des invasions barbares qui ont abattu l'Empire romain. Ce que redoute dès lors Bakounine, notamment lorsqu'il évoque, je dirais, un possible embourgeoisement de la partie de la classe ouvrière, c'est que cet élément barbare qui se trouve dans le prolétariat se trouve proprement civilisé. Ce que l'on peut écrire par le terme d'intégration d'une façon définitive. Mais dès lors, le lumpenprolétariat, si ce terme garde encore un sens hors de la polémique avec Marx, il n'est pas tant composé d'éléments qui se sont détachés du prolétariat pour, je dirais, se tenir éventuellement à la disposition de la réaction qui ne représente cette partie du prolétariat et qui, je dirais, est rétive à la civilisation bourgeoise. Celle qui séquestre son patron au lieu de s'asseoir sagement à la table des négociations. Pour le dire autrement, Bakounine n'établit pas de coupure entre prolétariat et sous-prolétariat, et qui ne se contente pas d'inverser les termes de la dépréciation marxisme, comme si, je dirais, ainsi qu'on le lit parfois
il faisait d'une catégorie sociale considérée par Marx comme contre-révolution et une avant-garde révolutionnaire. Alors, il reste quand même à définir, néanmoins, c'est bien ce qui m'intéresse ici, que si Bakounine cherche à combler le fossé entre prolétariat et sous-prolétariat, cela implique que soit penser les rapports que la révolutionnaire entretienne, je dirais, avec les marches sociales. Or, aujourd'hui, nous savons que le sous-prolétariat a une carte génétique d'identité, puisqu'il est aujourd'hui complètement, puisqu'il n'est pas structuré en une seule pensée, il est complètement, je dirais, américanisé. Donc il a comme outil de référence, sans en avoir la conception, sans en avoir la conscience surtout, mais il est ce qu'on appelle un élément d'un sous-prolétariat américain, avec ses codes et ses références. J'en veux pour preuve la musique rap, la façon de s'habiller, les marques américaines, et l'influence effectivement de ce lumpenprolétariat new-yorkais ou des zones urbaines américaines. Alors ça, c'est pour la petite réactualisation. Alors, bien entendu, quand on revient à Bakounine, hein, on trouve chez lui une mention du rôle révolutionnaire que peut jouer le monde des vagabonds, des brigands, des voleurs. Et c'est à propos de la Russie. Donc il faut bien recontextualiser de l'époque et redonner une identité à ce lumpenprolétariat russe. Et il a insisté sur ce point, ce que certains anarchistes ont tendance à oublier, notamment parce qu'il estimait que ce monde était profondément enraciné dans notre vie populaire et constituait, je dirais, un des principaux phénomènes. Et dans la longue lettre de rupture qu'il adresse à Nechayev, le 2 juin 1870, qui est un document capital pour comprendre la conception que faisait Bakounine du processus révolutionnaire, celui-ci l'admet. Utiliser le monde des brigands comme instrument de la révolution populaire est une tâche difficile, voire ardue. Il le reconnaît lui-même, et il avoue que les hommes de sa génération en sont incapables en raison de leur éducation. Mais plus loin, puisqu'effectivement il y a un fossé, et plus loin, il explique que ce qui signifie cette utilisation révolutionnaire des brigands est aller vers des brigands ne signifie pas devenir soi-même. Donc cela étant, il est bien évident qu'il est toujours difficile de pouvoir essayer de faire la fusion. Aller vers les brigands ne signifie pas devenir soi-même brigand, que les choses soient claires aussi. Et je dirais rien qu'un brigand, cela ne signifie pas partager leurs passions, leurs misères, leurs mobiles, souvent odieux, leurs sentiments et leurs actes. Cela signifie leur donner une âme nouvelle et éveiller en eux le besoin d'un but différent, voire même d'un but populaire. Ces hommes farouches et durs, jusqu'à la cruauté, ont une nature vierge et intacte, pleine de vitalité, par conséquent accessible à une propagande vivante, si tant est qu'une propagande, bien entendu, vivante et non doctrinale, ose, je dirais, et puisse les approcher. Alors, en tant qu'il est question de mobiliser des éléments criminels au service de la Révolution, on semble ici, d'une manière générale, se trouver au plus près d'une valorisation par Bakounine de ce que Marx et Engels qualifiaient, je dirais, de lumpenprolétariat. Toutefois, avant d'annexer Bakounine à un imaginaire romantique de la marche révolutionnaire, peut-être peu conscient des enjeux et de la réalité, que ce soit d'ailleurs pour lui en faire crédit ou grief, on ne doit pas perdre de vue que cette prise en compte du monde des vagabonds, des brigands et des voleurs se fait sur le fond d'enracinement de cette population dans la vie populaire russe. Or, aujourd'hui, nous pouvons
comprendre qu'il n'y a pas d'enracinement dans la vie populaire française. Ce lumpenprolétariat fait partie de la mondialisation. Il suit des règles qui sont édictées par les États-Unis, alors des règles inconscientes, à travers bien entendu les canaux des médias, de la musique, des réseaux sociaux et d'une multitude de choses. Donc effectivement, la mondialisation est rentrée à l'intérieur. Alors pour en revenir à, à Bakounine, de Stenka Razine à Pougatchev, l'histoire russe est parsemée d'épisodes au cours desquels des entreprises plus ou moins criminelles se sont transformées en insurrections populaires et en sont venues à menacer le pouvoir. Mais on pourrait sans doute en dire autant des soulèvements autour de Mandrin, ou de Cartouches dans la France du XVIIIe siècle. Alors on remarquera dans la description qu'en fait Bakounine, on retrouve un certain nombre de traits qu'il attribue à une nature populaire non encore, je dirais, domestiquée, ce qu'il lui qualifie de vierge. Cette nature, selon lui, qui serait intacte et pleine de vitalité, c'est donc en tant qu'elle est une composante de la vie populaire et non en tant qu'elle se situe, je dirais, en marge de la société, que Bakounine considère cette population criminelle comme pouvant constituer une force d'appoint pour les révolutionnaires. Il considère qu'effectivement, de l'époque, il était facile de les réorienter dans leur classe, qui fut finalement au fond la classe ouvrière, de leur faire prendre conscience de leur propre classe, et finalement de devenir ce que j'appelle le bras armé de la classe ouvrière. Or, aujourd'hui, il est très difficile, parce que beaucoup d'éléments que le grand capital a su ramener, comme l'antiracisme, sur la conception aussi de l'exemple matérialiste à vivre sans, je dirais, certaine aisance de vie, fait que cette classe ne se reconnaît plus comme étant une classe ouvrière, et elle est pour le coup une vraie classe vagabonde, et qui a pour référence, bien entendu, les codes que peuvent avoir la façon de vivre des gens extrêmement riches. Alors, pour en revenir au rebours de ces deux attitudes symétriques consistant, je dirais, à valoriser et à stigmatiser les marges, Bakounine insiste donc sur le rôle de ce qui est communément disqualifié par la civilisation bourgeoise comme canaille populaire. Et dès 1868, il s'oppose alors à ces révolutionnaires qui ont une si grande habitude de l'ordre, créée par une autorité quelconque d'en haut, et une si grande horreur de ce qui leur paraît les désordres, et qui n'est autre chose que la franche naturelle expression de la vie populaire. Qu'avant même, je dirais qu'un bon usage salutaire, désordre, se soit produit par la Révolution. Alors, il rêve, bien entendu, déjà la fin et le musellement de l'action d'une autorité quelconque qui n'aura de révolutionnaire que le nom. La révolution doit au contraire se définir comme le déchaînement de ce qu'on appelle aujourd'hui les mauvaises passions, comme la destruction de ce qui, dans la même langue, s'appelle l'ordre public. Alors, revenons une dernière fois sur ce qui finalement nous regarde, cette préhistoire du marxisme et de l'anarchisme, sur les différents entre les deux courants touchant à l'appréciation du rôle révolutionnaire de telle ou telle composante de la population, même s'il est sans doute important de ne pas réduire le conflit entre Marx et Bakounine à l'opposition entre étatisme et anarchie, même s'il est nécessaire de prendre en compte leurs conceptions respectives du processus révolutionnaire et des agents qui y sont impliqués, je dirais qu'il faut surtout considérer que les termes dans lesquels le problème est posé par deux auteurs, mais peut-être aussi par les deux courants qui émergent par la suite, et qui absolument ne sont fondamentalement pas les mêmes. Marx prenait un ordre, une discipline, des règles, avait la conception effectivement de l'État, et Bakounine était plus utopiste que Marx là-dessus. Alors, effectivement, dire qu'il existe un différend entre Marx et Bakounine sur l'identification du sujet révolutionnaire n'est pas tout à fait exact, bien que je viens de poser effectivement la première contradiction. Car cette question se pose en fait du moins elle se pose que pour le marxisme.
On ne trouve pas dans l'anarchisme cette méditation recuite sur l'identité du sujet révolutionnaire, ce qui est très important. Que ce soit Che Guevara, que ce soit même les anciens régimes, entre guillemets, euh, partant de la RDA jusqu'à l'Union soviétique, et des pays non alignés, de l'Algérie de Boumedienne ou l'Égypte de Nasser, cette identité révolutionnaire, euh, effectivement, euh, était basée sur une identité également nationale. Ce que le lumpenprolétariat ignore absolument. Et surtout aujourd'hui, puisqu'il n'a absolument plus aucune conception. Alors bien entendu, il revendique son pays d'origine, une certaine paternité, mais qui est plus du domaine de l'imaginaire que de la réalité, puisque même euh, Oni des pays qu'il revendique, ne se reconnaissant pas derrière cette, je dirais, cette diaspora un peu perdue. Alors, sur sa, je dirais, sa position objective de classe, pour en revenir à Bakounine et Marx, distinguer de sa conscience subjective sur la manière dont la conscience révolutionnaire lui vient, du dedans comme du dehors, c'est-à-dire d'une façon ésotérique ou exotérique. Plus profondément encore, on peut considérer qu'au moins toute une partie du mouvement anarchiste se distingue d'une analyse des processus révolutionnaires en termes de classe. Et si on entend par là qu'il faudrait attendre d'une classe formée au sein du monde de production capitaliste le renversement de cette même mode, je dirais de ce même mode de production, l'insistance sur le peuple, sur la vie populaire, que les marxistes ont longtemps, je dirais, rallié et qui fait railler chez Bakounine, comme expression théorique, au choix des petits bourgeois, des déclassés ou du lumpenprolétariat, doit être considéré dans un processus révolutionnaire, comme je viens de l'indiquer. On assiste souvent, je dirais, à une levée plus ou moins temporaire des barrières de classe, puisqu'aujourd'hui, la plus grande crainte de cette oligarchie dirigeant les marchés internationaux et faisant la pluie le beau temps chez les masses, c'est qu'il y ait effectivement une conscience de classe. Il est plus facile d'avoir une conscience de race, puisqu'on peut jouer avec les équivalences, et on peut jouer avec les individus, puisque la race n'indique pas la classe, mais effectivement à une dissolution dans le mouvement des identités de classe. Et c'est parce qu'on cesse, au moins pour un mouvement, d'être un ouvrier, un étudiant, un chômeur, un cireur de chaussures, que l'on devient un révolutionnaire. Et c'est dans ces moments de fraternisation inattendue entre étudiants et trimards, entre chercheurs précaires et femmes de ménage, qui se donnent à voir dans le présent l'éclat du monde sans classe qui pourrait être. Or, les capitalistes ont su faire ce monde que les marxistes cherchaient à faire, passant par différents paliers, par le palier de la révolution du prolétariat, et ensuite d'un socialisme mis en place, et puis du communisme définitif, eux, pour la disparition du salariat, de la classe et de l'État, les capitalistes ont, eux, commencé par la fin. Détruire les nations, détruire le social, détruire les États, pour ne laisser qu'une société sans classe, finalement, obéissante. Alors l'anarchiste allemand Gustav Lander est sans doute l'un de ceux qui, je dirais, prolongent plus explicitement cette tradition anarchiste. Et lui qui, dans son livre La Révolution, soulignait que ce ne serait pas le prolétariat en tant que tel qui ferait la révolution. Le prolétariat n'était que, je dirais, pas la solution du problème, mais une partie du problème, précisément parce qu'il était engendré par la division en classes de la société capitaliste, entre propriétaires des moyens de production et ceux qui étaient réduits à la vente de leur force de travail. Il faut être autre chose qu'une force de travail marchandable pour renverser la société bourgeoise. Et cette autre chose, cela s'appelle l'esprit de révolte et le désir de liberté, le refus de l'ordre hiérarchique et la volonté de se liguer librement avec d'autres. Et pour Lander, ce n'était d'ailleurs pas des révolutionnaires désignés comme tels par leur position objective et leur conscience subjective de classe qui faisaient la révolution. C'était bien plutôt, je dirais, les révolutions qui, en défaisant les prolétaires, faisaient des révolutionnaires. Alors, il n'y a donc pas lieu de chercher dans l'anarchisme une théorie qui, prenant le marxisme à rebousse-poil, qui ferait l'éloge du prolétariat,
comme force révolutionnaire par excellence. Aujourd'hui, on sait que le lumpenprolétariat est la force de contre-révolution utilisée par le capitalisme international spéculatif et par le marché. Alors, bien plus tôt, on trouve dans ces mouvements une remise en cause fondamentale des catégories par lesquelles le marxisme appréhende la réalité sociale et sa possible, je dirais, transformation révolutionnaire. Alors, si je peux conclure là-dessus pour cette analyse, finalement, pour essayer d'expliquer un petit peu l'opposition sur le lumpenprolétariat entre Bakounine et Marx, et qu'on puisse me le permettre, bien entendu, une sorte d'hypothèse, lorsque les marxistes prétendent restituer le rôle que jouerait finalement au fond le lumpenprolétariat chez les anarchistes, en général et Bakounine en particulier, on peut avoir parfois l'étrange impression qu'ils évoquent en fait un certain Karl Marx, qui écrivait au début, le jeune Karl Marx, qui écrivait effectivement, puisqu'il y a le jeune Karl Marx et puis il y a le Karl Marx plus âgé, en 1844, dans une introduction à la critique du droit politique hegelien, à propos du prolétariat comme dissolution de la société dans l'une de ses composantes. Dans ce texte, Marx suggérait effectivement que la seule, je dirais, possibilité d'une émancipation radicale résidait désormais dans l'émancipation d'une classe qui soit en même temps non-classe et dont les membres soient victimes d'une injustice qui n'est pas particulièrement universelle. Or, le problème aujourd'hui, c'est que, effectivement, aujourd'hui, il y a une universalisation du marché, une universalisation des concepts, édictés effectivement par une seule conception. Et donc, à l'époque, cela se trouvait dès lors réduit à leur simple statut d'être humain, de sorte que leur émancipation signifie en même temps l'émancipation de l'humanité tout entière, qu'elle consistante, qu'elle soit par ailleurs, il faut être honnête. Cette théorie pourrait bien illustrer une valorisation d'un sous-prolétariat comme élément de dissolution émanant de la société capitaliste. Or, ce n'est pas du tout ce que défend quelqu'un comme Bakounine dans les textes. Il fait l'éloge de la canaille ouvrière, il n'y a rien à attendre de l'autodissolution de la société capitaliste, et il y a à fédérer, je dirais, ce qui lui résiste et qui lui échappe. Et en finalité, je pense que c'est Marx qui a tout compris et Bakounine qui finalement, aujourd'hui, il est bien prouvé qu'il est dans l'erreur à la lumière de l'actualité. Alors effectivement, si aujourd'hui on prend le prolétariat et le lumpenprolétariat, si on essaye de les définir, où le prolétariat et le lumpenprolétariat ont été et continuent d'être victimes de la répression étatique, même si l'un sera utilisé contre l'autre, et en définitive, une fois utilisé, sera recadré ou remartyrisé, mais contrairement au lumpenprolétariat, la tâche historique du prolétariat consiste à s'emparer du pouvoir politique, et à renverser le capital et à créer une société véritablement humaine. Le prolétariat est la seule classe de l'histoire à avoir cette capacité, cette mission, et cela signifie que la classe ouvrière est la classe qui détient l'avenir du monde entier, de l'humanité, puisque c'est la classe qui produit la valeur travail. Pour le marxisme, le capital est un parasite, un vampire, qui vit et grandit grâce à l'exploitation de son hôte. Le prolétariat, la classe, qui n'a rien à perdre, rien qui le lierait au capital, parce qu'il a été dépouillé de tout, sauf de sa capacité de travail, se tourne vers l'avenir. Mais le lumpenprolétariat, comme la bourgeoisie, mène une vie parasitaire, nourrie de la dégénérescence de la société, ayant comme modèle le faste du pouvoir, les trafiquants de drogue, les souteneurs, les voleurs. Et la liste serait longue, et ne se tourne pas vers l'avenir. Au contraire, ils deviennent même une nuisance, puisqu'ils résident le plus souvent dans des quartiers populaires. Alors, effectivement, ils ne partagent pas les mêmes intérêts de classe que le prolétariat, puisqu'ils veulent vivre comme des véritables nantis financièrement, bien entendu, faisant l'éloge des voitures les plus rutilantes, ayant de leur musique des exemples qui sont généralement empruntés aux dirigeants qui, effectivement, sont dans ce que j'appelle le funeste imposture de la marchandise, et donc, effectivement, pour ces raisons, ils ne peuvent pas être alliés dans sa mission de détruire le capitalisme. Au contraire, ils sont ce qu'on appelle les armées de réserve.
Alors, bien entendu, ils n'en sont pas conscients, il ne faut pas non plus leur donner une responsabilité. Bien que des fois, ils font l'éloge au détournement. Ah ben finalement, au fond, je suis capitaliste puisque je fais du trafic de drogue et que j'ai besoin de pacifier mon marché pour pouvoir justement vendre à bon escient. Alors Karl Marx et Friedrich Engels ont défini le Lumpenprolétariat dans le manifeste du Parti communiste. Là, j'ai écarté complètement Bakounine. Hein. Je reste aujourd'hui dans une position, donc je quitte Bakounine et l'analyse que j'ai pu en faire, qui à mon sens, de toute façon, est une analyse qui n'a plus lieu d'être, puisque Bakounine s'est trompé, que les choses soient claires là-dessus. Donc je vais rester sur la position, je dirais, dite marxiste ou marxienne. Marxienne pour ce qui est du passé, marxiste pour ce qu'elle est du monde contemporain. Alors pour Karl Marx et Friedrich Engels, le Lumpenprolétariat apparaît effectivement dans le manifeste du Parti communiste. Et comme effectivement la masse en décomposition passive, rejetée par les couches les plus basses de la société, ancienne, puisse être entraînée ici et là dans des mouvements par une révolution prolétarienne. Cependant, ces conditions de vie préparent davantage le rôle d'un outil corrompu de, je dirais, réactionnaire intrigant. Alors, effectivement, dans sa préface à la guerre des paysans en Allemagne, Engels disait du Lumpen: le Lumpenprolétariat, cette écume des éléments en décomposition de toutes les classes, qui établit son quartier général dans toutes les grandes villes, est le pire de tous les alliés possibles. C'est un équipage absolument vénal, absolument effronté. Si les ouvriers français au cours de la Révolution inscrivaient sur leur maison mort aux voleurs, et même abattus, je dirais même abattus beaucoup. Et ils n'ont pas fait par enthousiasme pour la propriété, mais parce qu'ils estimaient à juste titre qu'il était nécessaire de tenir cette bande à bout de bras. Chaque dirigeant des travailleurs qui utilise ces prolétaires de gouttière comme garde ou soutien se trouve par cette action seul un traître de mouvement. Ça ne vous rappelle rien? Le lumpenprolétariat dans les zones, je dirais, les zones du sous-prolétariat de France et de Navarre, effectivement, brûlent des voitures, cassent des magasins, détruisent des écoles, quand il y a émeute. Et donc, fatalement, ceux qui y habitent et qui sont des ouvriers sont les premiers à en payer le prix fort. Et le plus souvent, bien entendu, ils ont à découdre avec cette catégorie. Alors, il faut bien préciser que Marx et Engels, et même les marxistes qui ont dirigé le mouvement ouvrier depuis le XXe siècle, tels que Rosa Luxembourg et Lénine, aient défini le lumpenprolétariat en ces termes. Certains gauchistes pensent que le lumpen et leur activité méritent le soutien des communistes, et même de défendre l'idée qu'ils peuvent jouer un rôle révolutionnaire. On en a parlé tout à l'heure avec Bakounine, ce qui est une erreur fondamentale, puisque aujourd'hui, le contraire nous a montré, nous avons d'une façon factuelle la réalité. Alors ce n'est pas un hasard si même les gauchistes, puisque revenons à ce que pour Lénine, le gauchisme est la maladie infantile du communisme, qui ont renoncé à l'internationalisme, idolâtrent le lumpenprolétariat. Effectivement, on voit les antifas et d'autres mouvements faisant l'éloge des révoltes qu'il y a effectivement, des révoltes contre-révolutionnaires et de l'aliénation du capitalisme, de ces mêmes masses du lumpenprolétariat moderne. Et sa façon d'être à ses activités, de même que le nationalisme remplace le prolétariat en tant que sujet révolutionnaire et ses intérêts pour la nation. Cette fausse communauté qui représente réellement les intérêts de la bourgeoisie nationale, puisqu'ils font l'éloge de sa dynamique, de sa façon de vivre, de ses produits, l'exaltation du lumpenprolétariat entraîne également l'abandon de classe, parce que même si de nombreux travailleurs ont été transformés en lumpenprolétariat par un capitalisme qui n'a même plus la capacité de nous exploiter tous, les lumpenprolétariats n'ont pas la capacité d'acquérir une conscience de classe, et c'était le grand problème. Ils n'ont pas de conscience de classe. Généralement, ils sont adeptes de football, ils n'ont pas compris que l'étude est un élément fondamental, que la recherche du savoir est même liée, pour ce qu'on appelle dans l'islam, parce qu'on va parler de l'islam,
effectivement a une obligation, puisque le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, disait qu'aller chercher la science même s'il est en Chine. Iqra ismi rabbika, donc je n'ai pas besoin d'expliquer qu'effectivement il y a des obligations. Et cela ne veut pas dire qu'il est impossible pour les lumpenprolétariats individuels de se joindre à la lutte contre le capitalisme, bien entendu. Il est toujours possible qu'un individu de pouvoir se fédérer à d'autres pour se hisser dans la connaissance et dans le militantisme. Mais ce n'est qu'en abandonnant les rangs du lumpenprolétariat, en abandonnant les activités qui désorientent la classe ouvrière, nuisent aux perspectives d'une organisation prolétarienne, telles que le pillage, la violence des gangs, qu'ils peuvent lutter efficacement contre le capitalisme, contre le prolétariat, faire une sorte de révolution de classe et créer un monde de liberté et d'abondance. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je pense que j'ai été extrêmement explicite là-dessus. Alors, bien entendu, je ne veux aucune récupération, je ne suis pas fasciste, je ne suis pas nationaliste, je ne suis pas identitaire. Je considère qu'il y a un élément factuel dans le lumpenprolétariat qui aujourd'hui sont les forces actives du grand capital qui sont utilisées et qui bénéficient effectivement, on peut le voir aujourd'hui, le traitement qui est fait entre les gilets jaunes où la police est extrêmement violente et se conduit comme une dictature d'extrême droite, et une sorte de, je dirais, une sorte de laisser-aller ou même de compréhension à l'égard du lumpenprolétariat, que ce soit dans les manifestations footballistiques et dans les débordements, ou que ce soit effectivement dans des émeutes. C'est la question qu'il faudrait se poser. Pourquoi le gouvernement est dans une politique de laisser-faire dans le lumpenprolétariat des banlieues, et pourquoi il est, je dirais, dans une dynamique ultra-violente à l'égard des gens qui, effectivement, luttent. Alors, quels que soient les gens qui arborent le gilet jaune, qu'ils soient d'origine immigrée, ou qu'ils soient français d'origine immigrée, ou qu'ils soient français de souche, nous voyons effectivement qu'il y a deux formes de traitement. Et c'est en cela qu'il faut se poser la question. Alors, si le lumpenprolétariat aveugle et déclassé et ayant aucune conscience, se rattachant finalement au fond à des bêtises, n'ont pas cette conscience-là, il faudrait peut-être aussi que des intellectuels ou des penseurs issus, ce qui est mon cas, de ce lumpenprolétariat, puissent en prendre conscience. C'est pour cette raison que je ne veux pas de récupération. De toute façon, je suis marxiste et communiste, bien entendu, mais puisque le communisme n'a jamais été réalisé. Mais en aucun cas, je suis pour une récupération identitaire, n'étant pas raciste, n'étant pas non plus ethniciste, des deux côtés. Donc je voudrais que cette audio, si tant est qu'elle soit visionnée, ne soit pas sujet à des récupérations. Alors que les choses soient claires là-dessus. Voilà, je pense que j'ai fait une petite explication un peu hors des sentiers battus du lumpenprolétariat par un premier volet qui était la conception et je dirais la discorde entre Bakounine et Marx, et ensuite quelques petites conceptions réactualisées du certain lumpenprolétariat qui aujourd'hui fait le jeu de l'extrême droite et en même temps garantit au gouvernement une certaine, je dirais, un certain outil sur les débordements réellement sociaux. Donc, je vous demande simplement de méditer sur cette position, pourquoi le gouvernement est extrêmement dur à l'égard des Gilets jaunes, et pourquoi il est partisan d'un certain laisser-faire. Il ne faut pas oublier la parole amplement révélatrice de la, je dirais, représentante du gouvernement, en disant que les Gilets jaunes sont pires que les manifestations lors des débordements footballistiques d'une certaine population du lumpenprolétariat que je ne qualifierais pas comme algérienne. Car même l'Algérie ont condamné les actes qui se sont passés et qui ont été commis. Donc je fais bien cette nuance-là. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine chronique.